Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo de présentation rapide sur Olympique Lyonnais, Monaco, deuxième match de Ligue 1 cette saison, dès demain à partir de 17 h. Attention, hein, il faudra être prêt. Évidemment, je ferai le commentaire live de ce match. Je vous invite à aller dans la section en direct, à cliquer sur la vidéo évidemment et à me mettre un petit like. On est à 89, ce serait pas mal d'aller au-delà des 100 pour le référencement de la vidéo qui pour le moment n'est pas bien référencé du tout. Donc je vous remercie de ce petit effort. Dans la vidéo, on va regarder la composition d'équipe probable de l'équipe, du journal L'équipe. Hugo Guimet, qui se base sans doute sur la conférence de presse de Pierre Sage, puisque vous allez voir, il y a quelques petites surprises. Je donnerai ma propre compo, parce que celle d'Hugo Guimet sans doute bien renseignée, mais on peut chacun avoir son avis. On regardera un petit peu l'historique récent des Monaco-Lyon, et puis on parlera quand même des enjeux de ce match, parce que mine de rien, ce n'est que le deuxième match de la saison, mais on s'est pris une rouste à Rennes. On a un calendrier qui est pas facile du tout. Donc, on va voir que quand même ces 5 premiers matchs de la saison, va pas falloir non plus laisser trop de points traîner, d'autant que là, on revient à domicile. Donc, on attend évidemment plus de 50 000 personnes et donc, on attend que le public joue le rôle de 12e homme. On va commencer donc par la compo probable selon Hugo Guimet. Une compo donc publiée ce matin dans l'équipe qui reprend le sempiternel 4-1-4-1. On retrouve bien sûr Perry dans les buts, Mata, Tchaleta-Tsar, Niakate et Abner. En sentinelle, Matic bien entendu. Mangala à qui Pierre Sage continue de faire confiance. De toute façon, il y a besoin de plus d'impact dans ce milieu. Et évidemment, c'est Tolisso qui en fait les frais. Donc ceux qui me disent tout le temps, oui Pierre Sage, il favorise l'académie, Cherki est dans le loft, Lopez est remplaçant, et Tolisso est sur le banc. Donc ceux qui disent, ah bah oui mais il favorise ceux de l'académie, les Lyonnais, etc. Les faits démontrent le contraire. Si Cacré est titulaire, c'est que c'est le meilleur milieu de terrain. Je pense que cette façon de voir est tout à fait déconnectée de la réalité. Mais enfin bon. La nouveauté, évidemment, c'est Mikotadze qui jouerait au poste d'ailier, donc décalé. Je l'ai mis à gauche, c'est mon intuition, parce que je pense qu'il préfère revenir sur son pied droit pour tirer. Et donc, l'autre nouveauté, c'est Malik Fofana, titulaire. C'est vrai que la saison passée, quand il a été titulaire, il n'a pas été forcément à la hauteur. Il a sans doute progressé, il connaît de mieux en mieux l'équipe, il prend confiance, il a fait une très bonne entrée à Rennes, donc c'est lui qui provoque le penalty. Donc je l'imagine à droite, mais je ne serais pas sur le cul s'il était à gauche. Je l'imagine à droite tout simplement pour bénéficier de sa qualité de centre pour Lacazette et Mikotadze, alors que je pense que Mikotadze, lui, sera plus offensif. Donc écoutez, franchement, moi je trouve que sur le papier, c'est sans doute la meilleure équipe, en tout cas au niveau des joueurs. Alors on pourrait dire pourquoi pas mettre Diawara à la place de Mangala. Bon, vous savez que il y a des sollicitations pour Diawara, mais attention, hein, ce sont des sollicitations. Ça ne veut pas dire que le joueur et le club sont d'accord pour que Diawara s'en aille. Alors certes, on doit trouver de l'argent pour satisfaire aux exigences de la DNCG. Alors c'est pas vraiment les exigences de la DNCG, faut bien dire que les 100 millions, c'est ce qui a été promis par l'Olympique Lyonnais. La DNCG, elle a pas dit vous devez vendre pour 100 millions. Non, c'est l'OL qui a dit voilà notre budget, voilà ce qu'on prévoit de dépenser, et pour pouvoir dépenser ces sommes-là, on s'engage à vendre pour 100 millions. Je rappelle que la DNCG ne veut pas que l'ensemble de la masse salariale, c'est-à-dire les salaires, alors il y a les salaires des joueurs, mais il y a tous les salaires du personnel de l'Olympique Lyonnais. C'est une grosse boîte l'OL, donc les salaires sont très 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 importants. On rajoute en plus les charges sociales, les primes, etc. Et ce montant-là ne doit pas dépasser 70% des revenus. Donc si on enlève les 100 millions de ventes, l'Olympique Lyonnais, en tout cas c'est ce que j'en déduis, sinon ils n'auraient pas promis 100 millions de ventes,
l'Olympique Lyonnais passerait au-dessus des 70%, et ce qui me paraît tout à fait réel. Parce que dites-vous bien les amis, écoutez-moi bien, parce que c'est très important. Si on n'arrive pas à faire partir Ryan Cherki et Maxence Cacré, Tolisso, Lopez, nous allons dépasser les 200 millions, entendez-moi bien, 200 millions de charges salariales. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, enfin charges de personnel, c'est-à-dire donc l'ensemble des salaires et les charges sociales. Il faut savoir que les revenus récurrents de l'Olympique Lyonnais, hors transfert, hors vente d'actifs comme l'Arena, etc., hors Coupe d'Europe, c'est 175 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a des charges de personnel qui sont supérieures à nos revenus récurrents. Alors, 2025 sera une année très très importante puisque nous avons beaucoup de gros salaires qui arrivent à échéance, Lacazette, Lopez, Lovren, etc. Mais si vous ne faites pas les 100 millions de ventes, je pense que vous passez au-dessus des 70%. Et alors là, effectivement, au mois de janvier, sans doute interdiction de recrutement. Clair et net. Sauf si, parce qu'il y a toujours ce levier, l'actionnaire principal, donc Eagle Football et donc John Textor, accepte de faire un apport d'argent, tout simplement, comme le fait le Qatar avec le Paris Saint-Germain, comme le fait McCourt avec l'Olympique de Marseille, enfin comme le font les propriétaires qui sont ambitieux. C'est vrai que beaucoup de supporters ne comprennent pas, mais comment ça, John Textor, il veut racheter Everton, ça vaut au moins 600 ou 700 millions, et il est obligé de vendre des joueurs à l'Olympique Lyonnais pour atteindre les deux bouts. Alors tout simplement parce qu'il faut comprendre que chaque budget des clubs de John Textor, Botafogo, Molenbeek, etc., ce sont des entités, des personnes juridiques différentes et que on n'injecte pas de l'argent comme ça, comme ci, comme ça, et que l'argent de l'OL n'est pas l'argent de Botafogo, que l'argent de l'OL n'est même pas l'argent d'Eagle. Le seul argent d'Eagle, c'est le capital qu'ils ont apporté et les éventuels dividendes. Mais comme on est tout le temps en déficit, il n'y a pas de dividendes. Bon bref, donc voilà, ne croyez pas que l'investissement que vous pouvez faire dans un autre club indique que vous allez le faire dans un deuxième club. Non, ça ne marche pas comme ça. Bref, donc voilà ce que propose Hugo Guimès, ce qui me paraît totalement cohérent par rapport à la conférence de presse. Je vous renvoie à mon débrief d'hier. Moi, personnellement, j'irais, notamment parce que c'est Monaco. Ce serait une équipe moins brillante que l'AS Monaco. J'irais sans problème sur ce type de système. Alors vous allez le voir, finalement, je garde exactement les mêmes joueurs. Mais j'ai eu une idée, figurez-vous. Et oui, ça m'arrive d'avoir des idées. Et en fait, j'ai appliqué un raisonnement qu'on pouvait peut-être appliquer à Tolisso l'année dernière, je l'ai appliqué à Matic. Et je me suis dit, mais Matic, on est bien d'accord, il avance plus. Mais Matic, il fait quand même 1m93. Il a des pieds de très haut niveau, un QI foot très très intéressant. Pourquoi ne pas le mettre directement en défenseur central? On vient de perdre Mamadou Sarr. Finalement, on sait que le club veut recruter un milieu de terrain. On a Tolisso sur le banc. On a un Benrahma qui peut éventuellement jouer dans le milieu de terrain. Donc moi, je me suis dit, mais pourquoi tout simplement ne pas reculer Matic en troisième défenseur central? Le mec, selon moi, a le QI foot et la taille et la qualité de relance que n'ont pas forcément Kaletacha et Niakate. Vous le savez, sur le 4-1-4-1, souvent Matic redescend en défenseur central pour assurer la relance. S'il est déjà défenseur central, il n'a pas besoin de revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est vrai que par contre, sur la gestion de la profondeur, il va falloir que Kaletacha et Niakate soient présents. Mais bon, moi, voilà, je me suis dit, on a perdu un défenseur central, et finalement, pourquoi pas faire jouer Matic? Ce qui permet, sur un 3-5-2, de garder Abner et Mata en piston,
on sait qu'Abner et Mata est un des meilleurs centreurs de l'équipe, Abner est un joueur très offensif. Mangala et Cacré, on va dire un peu reculés, un peu dans une sorte de double sentinelle. Et Fofana pour apporter un petit peu de folie et aller servir Mikotadze et Lacazette qui vont tous les deux devant. Donc, vous voyez un petit peu l'originalité de ce système, c'est qu'il vous permet quand même d'être extrêmement solide défensivement, parce que si Abner ou Mata montent, eh bien vous avez Mangala qui va compenser et Cacré qui va compenser. Vous avez Matic qui est tout de suite à la relance quand on récupère le ballon et qui en plus amène sa taille. Vous avez un milieu quand même beaucoup plus actif avec Cacré, Mangala et Fofana. Et donc, les deux neufs qui peuvent s'alterner à droite, à gauche, l'un devant, l'un derrière, etc., etc. Donc là aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce 3-5-2 avec Matic en défenseur central. Alors, les Lyon-Monaco, souvent, c'est quand même du grand spectacle. Et figurez-vous qu'on a gagné les 3 dernières confrontations. Alors, un match... je trouve vraiment maîtrisé au mois d'avril face à Monaco, 3-2. Très spectaculaire. Et d'ailleurs, c'est Malik Fofana qui met le but de la victoire sur une passe de Lacazette. Avant, c'était à Monaco, alors qu'on était au fond du trou, qu'on s'est pris des avalanches de tirs dans les dents. On a quand même tenu. Et c'est le petit Jeff, c'est Jeffinho qui a mis un but sur une accélération hallucinante de Maitland Niles, une action incroyablement bien construite. Alors là, c'était d'ailleurs la seule action bien construite du début de saison. Et donc, un vrai hold-up, on va pas se mentir. À Monaco, vraiment victoire inattendue. Avant cela, l'année précédente, on avait gagné 3-1. Bon, vous voyez, alors les deux dernières fois, on avait perdu, mais bon, en tout cas, sur les 3 dernières confrontations, on est devant Monaco. L'ASM qui n'a pas tellement impressionné lors de son premier match face à Saint-Étienne, puisque victoire 1-0. Quand on regarde les stats, seulement 1,55 XG, 0,69 pour Saint-Étienne. Et les compos, écoutez, des joueurs qu'on connaît bien, le gardien, Cohn, Vanderson, Thilo Kehrer, bon ça c'est quand même pas super en défense centrale. Salut, je le connais pas. Jacobs, c'est là aussi quelqu'un qui est pas hyper référencé. Zakaria, c'est pas mal. Camara, c'est pas mal. Minamino, Ben Seguir, c'est assez technique. Balogun, globalement décevant. Et Mbolo, un gars costaud quand même. Bref. Donc vous voyez, un système de jeu un peu étonnant, un 4-2-2-2. Ça me paraît pas une montagne infranchissable, pour tout vous dire. Mais je vais rester modeste puisque finalement vous avez été très sympa, vous n'êtes pas venu me chambrer sur la vidéo que j'ai fait la semaine dernière où je pronostiquais une victoire 2-0 de l'OL à Rennes. Là, je vais dire un petit 2-1 en espérant que Lacazette nous mette des buts qui n'existent pas et que Mikotadze débloque son compteur et que globalement, défensivement, on soit quand même plutôt sérieux. Alors, même si ce n'est que la 2e journée de championnat, évidemment, notre Roust à Rennes, nous met tout simplement en 17e position sur 18, ce qui ravive évidemment des souvenirs bien peu glorieux, et donc, mine de rien, ce match revêt une importance capitale. Vous le savez, John Textor n'est pas le gars le plus patient de la Terre. Notre calendrier, il est costaud, puisque après ce match, nous allons recevoir Strasbourg. Comme je l'ai dit, Strasbourg, il ne faut surtout pas les sous-estimer. Ensuite, déplacement à Lens. Lens qui est une machine de guerre sur le plan offensif. Entre leurs matchs amicaux et... alors même s'ils n'ont pas marqué énormément lors du premier match de championnat, mais c'est une équipe vraiment tournée vers l'offensive. Et ensuite, on reçoit Marseille. Donc bon, après c'est un peu plus cool, Toulouse, Nantes, Le Havre et Auxerre, mais effectivement il faudrait pas qu'après 5 matchs on soit déjà en difficulté, parce que sinon l'ami Pierre Sage il peut commencer à serrer les fesses, parce que je ne suis pas certain que son aventure se prolonge si par exemple après 5 matchs on a une seule victoire contre Strasbourg
et qu'on n'a pas été capable de faire le taf face aux 3 autres équipes. Parce que finalement, quand l'objectif affiché c'est de faire top 3, si vous n'êtes pas capable de battre Rennes, Monaco, Lens et Marseille, je suis pas sûr que au niveau de la direction ça passe. Alors effectivement, on pourra toujours arguer sur les matchs du mois d'août. Oui, mais les transferts, les incertitudes, le loft, etc., machin et tout. Bon, ok, mais après, on sera au mois de septembre. Donc si après les 2 matchs du mois de septembre, eh bien, on voit pas des progrès considérables dans le jeu de l'OL, écoutez, je crois que voilà, ça va nous faire une lure en blanc. Bref. Donc vous le voyez, on peut tomber vite dans la crise. Donc on aborde ce match contre Monaco dos au mur, il ne faut pas se mentir. Et on espère voir une grande prestation de notre OL. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer les notifications. Et je vous dis à bientôt, déjà à demain, pour le live. Et évidemment, à tout moment, des vidéos mercato en cas de mouvement. Voilà, merci, au revoir.